Qui s'appelle Bible Chat, une application roumaine qui a été top 5 de l'Apple Store, avec plus de 5 millions de téléchargements, donc on parle de dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires généré. Il y a un marché énorme qui est en train de se développer de plus en plus sur comment est-ce qu'on se reconnecte soit aux religions principales, soit aux religions qui sont en train de se créer un peu à côté. Les gens ont besoin de se rattacher. Alors juste avant de commencer le podcast, si vous voulez être la personne la mieux informée de la pièce en business et tech, on a une newsletter totalement gratuite qui vous envoie en 3 minutes par jour les 5 actus que vous devez absolument connaître pour avoir un coup d'avance et prendre les meilleures décisions. C'est moi personnellement qui la rédige tous les jours. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs, CEO, cadres sup et futurs décideurs qui la lisent tous les jours. Voilà, vous allez adorer, c'est gratuit encore une fois, c'est le premier lien dans la description. Luc, ça fait longtemps qu'on parle d'un marché, mais ce marché, c'est avant tout une problématique. Je sais qu'elle te tient à cœur. C'était une de nos idées initiales quand on a lancé NBS. C'est une problématique qui est grandissante, qui touche de plus en plus de monde, qui semble toucher de plus en plus de monde, peu importe le pays dans lequel tu te situes, donc qui est clairement international. Cette problématique, c'est la solitude. La solitude, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous touche de plus en plus. On en a déjà parlé plusieurs fois sur le podcast, on l'a évoqué en tout cas. On n'a jamais été aussi connecté de l'histoire de l'humanité, que ce soit les réseaux sociaux, Internet, les mails, la possibilité de sortir tout le temps, peu importe. Pour autant, cette abondance de connexion n'a jamais créé autant de solitude que maintenant. Est-ce que tu es capable de nous expliquer pourquoi? Et surtout, est-ce que tu es capable, et je sais que oui, puisqu'on en a parlé avant, de nous expliquer pourquoi ça va être un marché hyper important dans les prochaines années, et évidemment de nous donner des idées sur ce marché qu'on va pouvoir utiliser pour développer des business, des activités et on l'espère, gagner beaucoup d'argent. Alors déjà, parlons chiffres. Moi, je suis tombé sur pas mal de graphes que je t'ai envoyé d'ailleurs, ou alors je crois que je l'ai envoyé dans la newsletter ou dans le réseau privé, je ne sais pas. Des chiffres et des graphes qui étaient assez alarmants pour être très honnête. Alors j'en parle, je partage deux graphes. Le premier graphe, c'est le niveau de bonheur en fonction de l'âge. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de comparer le niveau de bonheur en fonction de l'âge des anciennes générations et le niveau de bonheur en fonction de l'âge des nouvelles générations. Et on se rend compte que pour les anciennes générations, c'était un peu une courbe en U. C'est-à-dire qu'on partait très haut, entre 20 et 30 ans, niveau de bonheur très élevé, grande liberté, épanouissement, etc., etc. Et puis entre 40 et 50 ans, le niveau de bonheur commençait un peu à diminuer, avec une augmentation à partir de 60 ans et jusqu'à la fin de la vie. Donc voilà, c'était un peu, il y avait une petite période de transition un peu morose après 40 ans, mais après ça a augmenté. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour les nouvelles générations, eh bien, c'est radicalement différent. Pour les nouvelles générations, le niveau de bonheur des jeunes de 20-30 ans est le plus bas. Beaucoup plus bas que celui des 40-50 ans pour les anciennes générations. Et donc, du coup, on commence très très bas, et puis on augmente, et puis là, ça recommence à redescendre à partir de 40-50 ans, et puis ça augmente après 60 ans. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que ce graphe, je l'ai vu il y a 2 semaines, un peu plus peut-être. Et après avoir vu ce graphe, j'ai pu discuter avec pas mal d'amis, plus ou moins très proches d'ailleurs, et je me suis rendu compte des personnes qui avaient à peu près ma tranche d'âge, c'est-à-dire entre 20 et 30 ans. Et en fait, pas pour tous bien sûr, mais pour certaines personnes, on avait quand même un niveau de questionnement, de crise de sens, j'allais dire de déprime, mais c'est pas forcément de la déprime, mais on est beaucoup plus sur de la crise de sens que j'avais rarement vu hier. Alors je ne sais pas si c'est parce que les personnes s'ouvrent beaucoup plus ou si c'est parce que depuis que j'ai vu ce graphe, je suis beaucoup plus attentif à ce genre d'éléments, mais ça m'a quand même drôlement marqué et avec à chaque fois un malheur qui n'était pas monétaire, un malheur qui était pas d'un point de vue il manque de nourriture, il manque de ci, il manque de ça. C'est un malheur qui est beaucoup plus existentiel. Et très souvent, en fait,
toutes les personnes qui avaient ce niveau de crise existentielle, eh bien, ils avaient comme point commun une crise relationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient seuls. Soit ils étaient seuls. Quand je dis seul, c'est pas forcément pas en couple, hein. C'est seul, c'est un manque de connexion extrêmement profonde avec des amis. Et soit du coup, soit ils étaient seuls, soit ils étaient seuls, enfin, ils étaient bien accompagnés, mais seuls dans leur tête vis-à-vis de ce groupe-là. Et ça m'a drôlement marqué. Plus un autre graphe, je vous l'avais promis. On voit aussi, je sais pas si tu l'as vu celui-là, mais c'est un graphe de Carta, qui est une boîte américaine. Et en fait, il montrait l'évolution du nombre de boîtes avec plusieurs employés versus le nombre de boîtes avec un seul employé. Et en l'occurrence, des boîtes de solopreneurs. Et on voyait que le nombre de solopreneurs mais décollé, mais vraiment avec une courbe qui initialement était linéaire et puis elle commence à devenir exponentielle. Et inversement, et courbe avec les boîtes, le nombre de boîtes créées qui en fait ont plus d'un employé, qui commence à chuter. Alors, non pas de manière exponentielle inverse, mais ça a chuté quand même pas mal. Et donc, tout cela me fait penser, me fait croire que on entre quand même, et c'est pas forcément nouveau, hein, mais on entre quand même dans une période où les personnes vont se sortir de plus en plus malheureuses. Et je dis de manière très cynique, hein, enfin très froide finalement, mais les personnes risquent de sortir de plus en plus malheureuses. Les personnes risquent de se sentir de plus en plus seules, et tout ça très certainement accompagné d'une crise existentielle. Voilà, on pose le tableau. Podcast pas forcément hyper optimiste, mais bon, il y a des solutions, on va pouvoir en parler. Mais c'est un peu ce que je remarque. Et lorsqu'on regarde les chiffres, bah, le niveau de la solitude en France et aux États-Unis, en Occident de manière générale, bah, décolle. La santé mentale, on voit qu'elle se dégrade, et je pense que c'est pas juste une libération de la parole à ce niveau-là. Je pense que c'est vraiment, je pense qu'il y a une vraie augmentation de, de problématiques de santé mentale. Euh, et maintenant, la question que tu m'as posée, la seconde question que tu m'as posée, c'est pourquoi. Je pense que l'une des raisons principales, c'est que, comme tu l'as très bien dit, on n'a jamais été autoconnecté. Mais je pense qu'on a été connecté de manière tellement superficielle qu'en fait, c'est comme bouffer du sucre pour essayer de limiter la faim, quoi. C'est-à-dire que c'est de la dopamine extrêmement rapide qui, en fait, permettent de mettre un pansement sur une douleur immédiate, mais qui, en fait, sur le long terme, nous détruit plus qu'autre chose. Et je pense que tous les éléments d'ultra-connectivité, d'ultra-connexion, comme les réseaux sociaux, mais aussi comme les plateformes de rencontres comme Tinder et Co. Et aussi, de plus en plus aussi, comme l'IA, cette fois-ci, non pas pour nous connecter, mais plus pour avoir une sorte de support émotionnel à qui on va pouvoir discuter, etc. Et ben en fait, tout ça, ça permet de mettre des pansements sur un mal court terme, mais qui en fait nous détruisent sur le long terme. Et en fait, c'est beaucoup. Je pense que lorsqu'on parle de crise de sens, on parle d'une sorte de malheur structurel. Là, on parle pas d'une petite déprime passagère qui va passer en une heure. On parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Et je pense que la comparaison entre cette histoire de sucre lorsqu'on a faim versus les connexions finalement que permettent les réseaux et la technologie est plutôt justifiée. Donc pour te répondre, je pense que l'une des raisons principales de cette solitude qui explose, ce ressenti de la solitude qui explose, ce malheur, cette crise existentielle, c'est parce que, en fait, on nage depuis 10 ans et même plus dans un univers de dopamine rapide côté connexion. Là où on est plus sur de la connexion profonde, structurelle, qui permettent finalement de nous réparer sur le long terme. Voilà l'une des raisons. Est-ce que tu as déjà un retour par rapport à ça, à votre passé, aux solutions, aux boîtes qui existent, aux marchés qui s'ouvrent? Moi, j'ai peut-être déjà une deuxième raison et qui ouvrira vers une solution du coup, adaptée à cette raison-là. C'est aussi, je pense que depuis les réseaux et donc depuis cette ultra connexion, on n'a jamais été autant exposé à des news de manière générale et du coup, forcément, à des news anxiogènes. Et je pense qu'il y a aussi un climat anxiogène euh, comment dire, qui se déploie extrêmement rapidement. Je veux dire, si on essaye de dresser des parallèles qui seront peut-être pas bons, mais
quand on était gamin, on va dire entre 2000 et 2010, allez, un peu avant, mais 2008, en gros, tes infos, c'était le journal de 20 heures, le soir, où tu avais éventuellement, tu vois, un truc sur la guerre en Irak, ce qui s'est passé, on en parle, et puis on en parlera probablement la prochaine fois de la guerre en Irak dans 2 semaines, tu vois. Et en fait, tu avais ce côté, voilà, un peu lent de la chose. Donc, il y avait des news, ça ne veut pas dire que tu n'étais pas au courant, mais c'est-à-dire que tu n'étais pas au courant tous les jours. Aujourd'hui, sur les réseaux, tu peux avoir des news de la guerre en Ukraine, typiquement, toutes les, des nouvelles news toutes les heures, quasiment. Toutes les minutes même, hein, sur certaines pages. Toutes les minutes sur certaines pages, en effet. Mais admettons que tu laisses ton feed, voilà, tu en auras une peut-être toutes les heures ou toutes les demi-heures. Mais entre ça, aujourd'hui, pareil, avant, tu vois, il fallait vraiment qu'il y ait quelque chose de grave pour que ça soit un fait divers, à moins que tu ailles lire ton journal régional, fait divers, machin. Mais aujourd'hui, tu as des pages, je ne sais plus comment elles s'appellent sur Twitter, mais enfin sur X, mais où littéralement, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se fait poignarder, il y a une alerte qui arrive, tu vois. Et tu as l'impression de vivre dans un monde où il y a une attaque ou un truc toutes les 3 minutes. Ce qui est peut-être d'ailleurs la réalité à l'échelle de la France, il y a peut-être un meurtre toutes les heures, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, voire plus même peut-être, ce qui est sûr par contre, c'est qu'avant, tu n'avais pas cette espèce de là il y a un problème, là il y a un problème, là il y a un problème, là il y a un problème. Tout ce système de news qui essaye de te faire cliquer est vachement centré sur le sensationnel et tu as énormément de news négatives. Sans arrêt. Avant, à moins que tu aies les chaînes du câble, tu n'avais pas les chaînes, tu sais, d'infos en continu. Moi, je connais des gens qui sont capables de se mettre toute la journée devant LCI ou BFM ou ce que tu veux et de regarder les news peut-être 3 heures par jour, 4 heures par jour. Je ne sais pas les taux exacts, mais. Et en fait, pendant 4 heures, on leur répète qu'il n'y a rien qui va. Rien qui va. Et donc, tu as ce discours de fond anxiogène, à mon avis, qui rajoute à l'équation quelque chose d'extrêmement complexe. Tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as pas, enfin, quand on a préparé le podcast, tu l'as dit et je crois que tu l'as pas redit là. Tu m'as dit, ces gens-là, parfois, ont peur de la mort, en mode, ça sert à rien, de toute façon, on va tous mourir. Et je pense que ce fond de news anxiogène, faut quand même se rendre compte que sur les 2 dernières années, tout le monde est devenu expert en géostratégie et tu vois, en traitement des maladies virales tu vois, sur les 5 dernières années, on va dire. Et ce fond de news anxiogène te fait dire ah ouais mais il y a des maladies hyper graves, on va peut-être mourir. Allez, peut-être que Poutine va nous envoyer une bombe nucléaire, on va peut-être mourir. Tu vois. Et t'as ce fond de truc qui te nourrit en permanence et qui, à mon avis, tu n'es pas fait biologiquement, j'entends, pour recevoir autant de mauvaises nouvelles à la journée. Quand bien même elles ne te touchent pas directement tout le temps, tu te dis que potentiellement ça peut arriver. Et t'as la vie de tout le monde en plus. C'est-à-dire qu'avant, t'avais le 20h qui te disait ok, il s'est passé ça à tel endroit, c'est très triste, bonne soirée à tous. Là, t'as Jean-Michel qui répond et qui dit si, Poutine peut nous attaquer. Et l'autre qui dit bah non, t'es un gros débile et jamais ça fera ça parce qu'en fait, non. Personne n'en sait rien. Enfin, parce que les mecs qui gèrent notre état-major répondent pas sur X pour des raisons évidentes. Donc tous les mecs qui répondent sous les commentaires n'ont évidemment, enfin leur avis ne compte en rien. Mais par contre, tu te fais polluer par l'avis de Monsieur Tout le Monde, tu vois. Et ça, c'est très vrai. Et, et ça l'est d'autant plus sur les sujets qui sont transversaux. Et donc, une personne de 22 à 25 ans se dit, mais en fait, il y a de la guerre partout. Donc, il y a des morts. Ensuite, moi, on m'a dit aussi que l'IA faisait extrêmement peur dans les nouvelles générations. C'est-à-dire qu'ils se demandent à quoi est-ce qu'ils vont servir demain. Et j'ai des jeunes entrepreneurs qui me disent, mais en fait, ce que je fais va mourir. Il n'a aucun intérêt. ChatGPT est en train de. Donc, technologiquement, est-ce que c'est vraiment utile? Donc, il y a aussi une remise en question du travail qu'ils font actuellement. Et il y a une remise en question aussi de ce qu'ils vont devenir réellement demain. Tu vois, c'est de se dire si ChatGPT. Et c'est comme tu l'as très bien dit, certaines fois, c'est caricatural parce que c'est juste de la news négative qu'on se bouffe à longueur de journée
avec des titres putaclic, et certaines fois d'ailleurs on peut en être responsable, hein, des titres putaclic qui disent mais en fait les métiers vont disparaître, la valeur va disparaître, etc. etc. Alors que personne ne sait rien. Et donc ça amène ces personnes à se dire mais ça ne va nulle part, je ne sais pas quel est mon futur, et en plus il y a la mort, donc à quoi est-ce que ça sert quoi? À quoi est-ce que ça sert? Et donc tu as raison, c'est un climat global qui est extrait. Et en fait, je pense que même ce que j'ai dit tout à l'heure est très bien. C'est un climat global qui est extrêmement anxiogène, combiné au fait qu'il y a plus ou très peu de relations, de connexions humaines vraiment profondes. Et donc en plus du coup, on peut même pas réellement parler de ça. Est-ce que vraiment chaque Français a une personne à qui ils peuvent vraiment s'ouvrir totalement sur les craintes existentielles, sur ce genre de choses qui restent quand même un peu tabou? Bah, pas vraiment. Donc oui, je pense que sur le constat, on est plutôt d'accord. Maintenant, les solutions. Et maintenant, les solutions. Quand même. On passe sur les côtés, et c'est une fin de podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Maintenant, on parle du positif. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça ouvre tout un tas d'opportunités qui, pour le coup, je pense, sont vachement antifragiles par rapport à l'IA. Par rapport à l'IA et d'ailleurs par rapport au tech de manière générale. Déjà, moi, enfin, le point que tu as partagé, je pense qu'il y a des solutions, mais malheureusement, l'être humain, on est quand même assez drivé par les angles négatifs. Et donc, c'est pas pour rien si finalement toutes les news ont un axe plus ou moins négatif, même les news aux 20h, parce que c'est ce qui marche le mieux, quoi. La peur fait cliquer, la nouveauté fait cliquer, donc si c'est la nouveauté plus de la peur, forcément, ça génère le plus de clics. Il existe aujourd'hui des médias positifs, mais est-ce que ça marche réellement? Est-ce qu'il y a vraiment des business entiers à faire dessus? En termes de médias, en termes de news, j'entends. Je sais pas. Alors, on peut trouver des business, des bulles de bien-être. Tout ça, il y a un marché énorme. Mais surtout, le marché de la news, euh, bon, on pourra en discuter juste après. Si je reviens, moi, juste au niveau des connexions profondes, euh, on remarque quoi? On remarque depuis ces quelques dernières années qu'on voit des business commencer à apparaître et voire même commencer à décoller, justement qui cherchent à se reconnecter en profondeur. Donc on a parlé assez souvent de Timeleft, que maintenant tout le monde connaît. Je crois qu'ils ont dépassé les 16 millions de ARR en l'espace de 2 ans, même si ça fait plus de 5 ans qu'ils se sont lancés, mais ça fait 2 ans qu'ils ont réellement lancé enfin, qu'ils ont pivoté vers leur product market fit. Timelapse, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est bon, on va rencontrer 5 inconnus le temps d'un restaurant, et puis après, ce vers quoi ils veulent aller, c'est d'être une sorte de plateforme où on va pouvoir organiser toute notre vie sociale et notre vie amoureuse. C'est de se dire, ok, bon, bah, on a rencontré ces personnes, demain on a envie de faire un foot cette fois-ci avec 5 inconnus, ou alors avec des personnes que l'on a rencontrées, etc., etc. Bref, donc ils veulent devenir un peu le réseau social, mais dans la vie réelle, des expériences entre amis. Donc là, on est plus sur de la rencontre. On est plus sur de la rencontre et voilà, il y a comme ça des business qui marchent très bien. Mais on n'est pas forcément sur de la connexion émotionnelle profonde. Là où, par exemple, des business comme Chief.com, on en a parlé aussi quelques fois. Chief.com, c'est un réseau pour femmes cadres qui pèse aujourd'hui plus de 1 milliard de dollars, qui a levé plus de 100 millions. Et en fait, eux, ça va être des petits groupes de femmes de 8 qui vont s'appeler tous les 15 jours pour parler de leurs problématiques et obtenir de l'aide de la part des autres membres. Et donc là, pour le coup, c'est une sorte de groupe d'entraide émotionnel où on va réellement pouvoir s'ouvrir, réellement pouvoir parler de ce qui va, de ce qui ne va pas. Et donc, on n'est pas juste sur de la rencontre. On est sur de la rencontre parce qu'on découvre les personnes, mais ça va être des personnes qui vont nous accompagner dans la durée et qui vont pouvoir nous conseiller sur les problématiques profondes. Donc là, on est beaucoup plus sur des relations profondes. Et donc, juste sur ce créneau-là, je pense qu'il y a un marché énorme parce que Chief, c'est 10 000 dollars par an pour rentrer là-dedans. C'est un réseau privé, exclusif. Et je pense que des Chief.com à l'échelle pour du mass market, pour des femmes enceintes, pour des pères de famille, pour des lycéens qui se sentent un peu perdus, pour des avocats, pour des docteurs, pour tout ça qui en fait ont besoin d'un petit groupe de pairs à qui vont pouvoir réellement parler de leur vie pro, leur vie perso et obtenir de l'aide, véritablement des groupes d'entraide à l'échelle, je pense qu'il y a un marché qui est absolument énorme. Je crois d'ailleurs qu'on en avait déjà parlé, mais je vous invite à regarder sur Google Trends. C'est là où on peut voir toutes les tendances Google et taper support group
donc c'est groupe d'entraide en anglais, et mettez tout un tas de mots-clés, vous allez voir qu'il y a quand même des courbes ascendantes qui sont assez représentatives de la situation. Vraiment, mettez support group avocat, donc support group lawyer, support group docteur, support group CEO, support group mental health, ce genre de choses, vous allez voir que ça va décoller. Donc un business complet de groupe d'entraide à l'échelle à 29 euros par mois ou 19 euros par mois, où en fait on va venir segmenter sur différentes industries, je pense qu'il y a un énorme marché. Alors que ce soit d'ailleurs des groupes d'entraide virtuels, ce qu'on a avec Chief, ou alors des groupes d'entraide physiques. On peut d'ailleurs commencer un business complet en virtuel, et puis après, pourquoi pas proposer une version un peu plus premium en physique. Donc ça, je pense vraiment qu'il y a des créneaux assez énormes sur on se connecte et on trouve des solutions. On trouve des personnes à qui on va réellement pouvoir parler de nos problématiques. Et puisqu'ils vont être très empathiques, puisqu'ils vont pas nous juger, et puisqu'ils connaissent ce que l'on ressente, ils vont pouvoir nous apporter des solutions concrètes. Et je voudrais rajouter un truc là-dessus sur la version en ligne, parce que souvent, ce que tu dis, c'est on associe le en ligne à si c'est en ligne, c'est pas des relations de très grande qualité, et l'idée générale, ce serait si ça se fait en physique, c'est des relations de très grande qualité. Enfin, ou de meilleure qualité. Tu vois, il y a un peu une pensée comme ça, et je pense que c'est une pensée qui est née avec le fait que les réseaux sociaux te fassent de la connexion de moins bonne qualité. Parce que je vais faire mon vieux pour une fois, mais je me souviens d'une époque où Internet était pour une grande partie de personnes la possibilité, là je te parle de vraiment milieu des années 2000, hein, de rencontrer des gens en ligne qui ne pouvaient pas rencontrer dans leur vie de tous les jours, qui partageaient des passions, tu vois, notamment tout ce qui était des passions liées au gaming et tout ça, des gens, tu vois, qui étaient ados et qui étaient un peu ostracisés pour différentes raisons ou whatever, se retrouvaient vachement dans des communautés en ligne, et beaucoup ont témoigné à l'époque en disant les communautés en ligne, peu importe la passion qui était sur cette communauté en ligne, sur des vieux forums ou des trucs comme ça, des gens ont trouvé une communauté et se sont construits autour de cette communauté et sont devenus des fois potes dans la vraie vie, à vie, en s'étant rencontrés sur ces vieilles communautés en ligne. Alors qu'à l'époque, tu avais un forum où tu pouvais juste mettre du texte. Il n'y avait pas de visio, de machin, de photos, de tout ce que tu veux, c'était du texte, point, tu vois. Et moi, j'ai des potes qui me disent ah bah lui, c'est un pote, tu vois, de WoW de 2006, tu vois. Enfin, des réflexions comme ça. Et donc, je pense qu'en fait, ce qu'on a essayé de créer au départ sur Internet, qui permettait à tout le monde, peu importe où tu étais né, d'avoir toutes les relations dont tu avais besoin. Et donc, on a fait sortir des gens, entre guillemets, de la dépression ou de trucs très graves grâce à Internet, grâce à ces communautés en ligne. Le paradoxe, c'est qu'avec les réseaux sociaux et la connexion de masse et le côté de vraiment je veux paraître et ainsi de suite, on a amené tout le reste des autres vers la dépression, entre guillemets. Tu vois, enfin, il y a une espèce d'échange de masse qui s'est fait. Et je trouve que cette réflexion me pousse à dire le problème, c'est pas la connexion en ligne, je pense. C'est la qualité de la connexion et donc la qualité du service qui est produit. Tu peux pas te connecter sainement avec 40 000 abonnés. Quand il y a 40 000 abonnés, ou 30 000, ou 70 000, ou X, peu importe, il y a une relation descendante. Oui, tu peux répondre dans les commentaires, tu peux raconter ce que tu veux. La réalité, c'est qu'il y a une relation descendante. Il y a un côté gourou, ou tu m'appelles ça comme tu veux, mais tu vois. Alors que dans un forum ouvert où les gens discutaient, tu avais une relation de véritable communauté. Et je trouve que c'est ça qui s'est perdu. Et je trouve que la force de Chief.com ou il y a même Hampton, je crois, ou enfin tout ce genre de trucs, c'est de remettre au centre du jeu la véritable communauté, au sens de il y a des échanges sur un pied d'égalité avec les membres. T'essayes pas de devenir le gourou, tu te dis pas ah il est trop stylé, j'aimerais être comme lui. 100%, ouais. Je trouve que et je trouve que c'est faut faire attention à ne pas basculer l'un dans l'autre. Après, là, par exemple, pour parler d'Hampton, du coup, c'est une sorte de chief.com, mais pour entrepreneurs. Là encore, c'est à peu près 10 000 dollars par an. Eux, ils avaient commencé 100% en ligne, notamment au niveau des core groupes. Alors, ils avaient de base des expériences physiques, ils faisaient ensemble des séminaires, etc.
Mais là, ils sont en train de faire totalement demi-tour depuis presque un an et ils sont en train de pivoter sur du 100% présentiel pour les réunions physiques. Alors, en fait, je te rejoins à 1000%, mais les arguments d'Ompton, en l'occurrence, c'était Sam Park qui en a pas mal discuté, pas mal parlé sur Twitter, c'est que les gens se connectaient quand même plus, avaient une relation de confiance qui était plus élevée lorsqu'ils étaient en physique parce qu'en fait, ils se touchaient, ils se serraient la main, ils pouvaient voir les bras des personnes qui parlaient, les jambes, ils pouvaient. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, une connexion, c'est pas juste finalement une voix, c'est pas juste des messages. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je me suis fait plein de potes par écrit, hein, des personnes que j'avais jamais vues avant, que j'ai vues d'ailleurs assez récemment sur Paris, et des personnes avec qui je discute depuis des années. Mais je pense que si tu veux vraiment créer une connexion profonde, tu as besoin de sentir la personne. C'est vraiment la voir intégralement. Ou alors, parce que là, forcément, tu vas dire, oui, mais les aveugles, comment ils font, ce genre de choses. Mais c'est pouvoir identifier la personne de A à Z, sa voix sans intermédiaire d'écran, tu vois. C'est son regard, hein. C'est sa manière de se comporter, sa manière de se tenir, à quel point il te regarde dans les yeux, comment il se tient. C'est la Euh, je, poignée de main, tu vois, c'est ce genre de choses. je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit mieux, hein. Mon point était juste de dire, c'est pas en tant que tel la Mais technologie qui était le problème, mais plutôt la manière dont on a construit le produit, si tu veux. je suis d'accord avec toi, je te rejoins. C'était plus ça mon point, pour montrer qu'il y avait quand même eu des choses qui avaient fait avancer les trucs. Après, en effet, potentiellement, quand tu rencontres les gens en vrai, bah, tu continues à construire cette relation. C'était plus le fait de suivre un gourou, en fait, t'isole. Non, mais C'est ça, 100%. enfin, un gourou, encore une fois, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, un leader d'opinion, ou je sais pas, voilà. Et d'ailleurs, même pour le leader d'opinion, hein, même lui, pour le coup, ça l'isole aussi, puisqu'il rentre dans des relations qui sont pas du tout profondes. Il a toujours besoin de garder l'image, et donc, justement, ça le détruit. Ça le détruit. Il a encore plus de mal à connecter avec des personnes c'est pour ça d'ailleurs que les gourous généralement connectent avec d'autres gourous, parce qu'ils ont besoin de. Parce qu'il y a une relation de hiérarchie qui les empêche finalement de vraiment connecter avec C'est les abonnés. c'est clair, et c'est hyper dur, ça devient ensuite hyper dur de sortir de ton rôle, et tu t'identifies à ça. Enfin, tu vois, il y a un truc qui se passe et Mm. qui peut être, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, attention, mais qui peut être piégeux même pour celui qui est dans cette position-là. Surtout pour cette personne d'ailleurs, hein. Donc ça, c'est pour toutes les business des groupes d'entraide. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un gros créneau à aller chercher dessus. C'est un peu des anti. D'ailleurs, il y a peut-être un réseau social à aller réinventer totalement autour de ça, hein. C'est de se dire, ok, hier Facebook nous connectait, là c'est vraiment juste de la dopamine plus plus. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de créer un réseau social à l'échelle professionnelle ou très mass market autour de cette connexion profonde virtuelle? Je pense qu'on va voir arriver ce type d'activité dans les prochaines années. Et en fait, je pense qu'il y a un autre truc. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est une réflexion que je pense tous les entrepreneurs qui voudraient se lancer dans cette filière-là devraient garder en tête, d'après moi. C'est que quand on lance un réseau social, on a toujours l'impression qu'il faut faire pas un Facebook bis, mais tu vois, un truc de cette taille-là. Et que si on ne déloge pas Facebook, quelque part, c'est un échec. Ou si on déloge pas Snap ou whatever, tu vois. Et en fait, on se rend compte que tous les gens, enfin 99,9999999% des gens qui font ça échouent. Parce qu'en fait, à part TikTok qui a été lancé avec des méthodes complètement infaisables hors de TikTok, depuis Snap, il n'y a eu aucun nouveau réseau social. Enfin, aucun nouveau réellement qui intègre ce niveau-là. Et en fait, là où TimeLeft, je trouve, est très malin, c'est qu'ils se disent, on n'est pas une trillion-dollar compagnie qui va ouvrir des data centers partout sur la planète. Tu vois, ils se disent, on est une sorte enfin, de ce que je comprends, hein, on est une sorte de giga PME nouvelle génération. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire 100 millions de chiffre d'affaires, hein. Il y a plein de PME qui font 100 millions. Mais j'ai pas l'impression qu'ils se disent, OK, on va acquérir le monde entier. Tu vois. Moi, je pense que si. En fait, j'étais d'accord avec le début de ton raisonnement. Je pense qu'en effet, pour attaquer les réseaux sociaux aujourd'hui, faut pas créer un Facebook bis. Faut Ouais, pas, faut pas créer un feed, faut pas créer un endroit où on peut poster des photos. À mon avis, ça ne marchera jamais. Tout comme
aucun moteur de recherche aurait pu concurrencer Google. Par contre, ChatGPT est en train de concurrencer Google parce qu'ils ont attaqué finalement cette industrie par une autre porte. Et donc, je pense que ce que fait Tamleft là, et pour le coup, Tamleft, c'est plus. Il attaquera jamais Facebook. Tamleft n'attaquera jamais Facebook, c'est pas du tout le même créneau. Par contre, attaquer par une autre porte le côté réseau social, en l'occurrence, au lieu de se dire vous avez un feed avec, vous pouvez avoir 36 000 amis, c'est de se dire non, en fait, vous pouvez avoir juste 5 amis. Et ces 5 amis, vous allez avoir des appels réguliers. Vous pouvez changer si vous voulez tous les 15 jours à la limite, mais dans tous les cas, ça reste bloqué. Vous ne pouvez pas avoir 36 000 amis du jour au lendemain. Et toutes les personnes que vous allez considérer comme amis, eh bien, vous allez créer une connexion profonde avec elles dans la durée. Là, d'un coup, en fait, on attaque le côté réseau social par une porte qui est totalement différente. Et donc là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Alors après, est-ce que monter à plus d'1 milliard d'utilisateurs? Je ne sais pas. Par contre, moi, demain, Tamleft est valorisé plus d'1 milliard, ça ne me choque pas. Hein. Ça ne me choque pas du tout pour le coup. 16 millions de ARR en 2 ans, sachant qu'ils ont attaqué juste le créneau des rencontres par restaurant. S'ils se développent bien, je vois pas pourquoi. Je suis d'accord avec toi sur le volume qui peut devenir important. Ce que je voulais dire, c'était un truc, tu vois, avec le fameux 1 milliard d'utilisateurs. Chercher ce que cherche TikTok, chercher ce que cherche Snap, ils sont quand même un peu en difficulté. Mais chercher ce que cherchent les énormes plateformes. Mais peut-être que là où j'ai tort, c'est qu'en fait, en promettant à tout le monde d'avoir juste quelques personnes, tu peux développer un business model qui est en fait ultra scalable et tu ne deviens pas une PME, mais tu deviens vraiment un leader de ce truc-là. Et le leader de ce truc-là a peut-être autant de volume à faire. Et c'est peut-être là que mon raisonnement était biaisé. Ce que j'entendais par là, c'était de dire. Et je suis d'accord avec toi sur ton histoire de ChatGPT, pardon, mais juste pour revenir là-dessus, ton histoire de ChatGPT, c'était de dire attaquer frontalement. C'est mort. Je vois pas comment. Enfin, il y a peut-être des mecs qui vont réussir à le faire, faut jamais dire, mais jamais. Mais pour moi, c'est mort. Voilà. Par contre, attaquer de manière détournée, là oui, et je pense que c'est là où ChatGPT est en train de faire mal, et c'est pour ça qu'ils essayent de réagir avec Gemini, avec les, tu sais, maintenant requêtes trouvées par l'IA en haut là, enfin tous ces trucs-là. Ils essayent de dire nous aussi on met le pied dans l'IA pour couper la porte à ChatGPT. Enfin, au LLM de manière générale, mais ChatGPT en. D'ailleurs, lorsque je regarde TikTok, ils n'ont pas du tout attaqué frontalement Facebook, hein, ni Instagram. Ils ont attaqué par une porte qui était totalement différente. Hein. C'était de la vidéo générée, il n'y avait pas de discussion, aucune discussion possible. On parlait d'abonnés, pas du tout d'amis. Le but, c'était pas de connecter avec des pairs de son lycée ou ses amis. Hein. Là, le but, c'était juste du divertissement massif. Dès le Ouais, début, mais c'était ça, hein, TikTok. Hein. ça venait quand même, certes, ça variait un peu sur le concept, mais ça venait quand même en opposition directe avec Instagram, si tu veux. Instagram de l'époque, c'était bien différent. Hein. Instagram de l'époque, c'était quand même, on était beaucoup plus à l'époque sur, on est entre amis, on regarde les photos de nos amis, on regarde les stories de nos amis. Mais TikTok, c'était l'ouverture globale. En fait, on a n'importe qui dans notre feed, et le but, c'est juste de nous faire rester et de swiper. C'était du divertissement pur. Ouais, c'est ce que tu dis est pas faux, mais je trouve que tu as déjà quand même. Enfin, chez Instagram, il faudrait recaler exactement les dates, mais sur Insta, tu avais déjà ce côté, tu suivais des influenceurs. Quasiment dès le début. Tu vois, c'est arrivé très vite le côté, tu suis des influenceurs, ces influenceurs te balancent du content. Après, la forme du content, je suis d'accord avec toi, était un poil différente sur TikTok. Mais tu restais sur une plateforme grossièrement descendante et où le but c'était d'accumuler un max de followers, un max de vues. Ouais, non, c'est vrai. Et c'était un concurrent à YouTube aussi, dans le sens où même si le format est complètement différent, t'avais cette espèce de YouTube sous coke, quoi. Enfin, tu vois, j'exagère, mais. Et la preuve, c'est que quand ils se sont rendus compte que ça marchait, les deux, YouTube avec Reels et Instagram avec Reels et YouTube avec les shorts, ils ont immédiatement pris la balle au bon et ils ont balancé le truc pour faire concurrence. Ouais. Non, c'est clair. Tu vois, on n'est pas sur Timleft qui, pour le coup, attaque par un endroit qui est complètement différent. Un endroit où Facebook ne peut pas facilement, d'après moi,
copier-coller la feature. Parce que tu risques de te retrouver avec des problèmes. Enfin, quand ils ont voulu lancer Marketplace, Facebook, ça a pataugé. C'est quand même pas le. Je te dis pas que ça marche pas parce que l'effet de volume fait que voilà, mais c'est pas personne ne télécharge Facebook pour avoir Marketplace, tu vois. Enfin, en tout cas, moi je m'en suis jamais servi et je connais quasiment personne qui s'en est déjà servi. Pourquoi? Parce que je pense que c'est pas leur ADN. Et quand tu essaies de lancer un truc qui est pas dans ton ADN, ça prend difficilement. À une époque, tu sais, ils avaient aussi lancé aux États-Unis, je crois, un truc de dating Facebook. Bon, ils ont fini par le fermer 2 ans plus tard. Comme quand Google a voulu lancer Google Plus et faire un réseau social. C'était pas leur ADN. Ok. Et je pense que pour moi, peu importe la taille de Time Left à la fin, c'est déjà une victoire pour moi. Parce qu'ils ont lancé un truc rentable, en croissance et que les gens aiment bien. Et ils ont réussi à le lancer en dehors de l'œil de Sauron, si tu veux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas attaquer et pas prendre du temps de cerveau disponible à Facebook d'une manière ou d'une autre. Parce que quelque part, quand tu es en relation, quand tu vas à leur dîner et ainsi de suite, ils grappillent du temps de cerveau disponible. Hein. Qu'on le veuille ou non, le seul combat de notre monde et surtout le combat des réseaux sociaux et d'Internet, c'est qui grappille le temps de cerveau disponible. Si tu arrives à lancer une newsletter, abonnez-vous d'ailleurs, mais si tu arrives à lancer une newsletter que les gens lisent 6 heures par jour pour peu importe la raison, bah t'as gratté du temps de Facebook, du temps de cerveau disponible à Google, à Facebook, à Snap, à qui tu veux. Si tu arrives à créer une newsletter que les personnes lisent 6 heures par jour, bon, pas mal. Bien joué. J'achète. Je rentre dans Non, la mais boîte. ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, on se bat tous pour ce même temps de cerveau. Non, c'est Donc, clair. quelque part, voilà. Non, mais 100%. 100%. Donc ça, c'était pour le... Si on ressent un tout petit peu, le but, c'était de demander, OK, quels sont aujourd'hui les marchés, les business qui s'ouvrent à l'ère où potentiellement le niveau de malheur, de solitude et de crise de sens est en train d'exploser. Donc, on a pu parler des rencontres immédiates avec Time Left. On a pu parler des groupes d'entraide où le but, c'est vraiment de se connecter profondément avec les personnes en petits groupes. Et on a pu aussi dire que peut-être que ça va être le futur des réseaux sociaux, potentiellement. Je pense qu'il y a 2 autres choses, une chose directe et une chose indirecte. La chose directe, ça va être tout ce qui va être la spiritualité. On en a un peu parlé en off. Je pense que c'est pas pour rien si aujourd'hui de plus en plus de personnes se tournent vers soit finalement les trois religions principales qui sont en train de reprendre un peu du poil de la bête. Je crois qu'en 2024, il y a eu un record du taux de baptême en France. Alors j'ai un peu moins de data sur la religion musulmane, mais je sais que ça explose. Je sais qu'il y a une boîte qui s'appelle Bible Chats, une application roumaine qui a été top 5 de l'Apple Store, avec plus de 5 millions de téléchargements, donc assez dingue, qui est une application pour les chrétiens qui a littéralement explosé. On parle de dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires généré. Et je sais que les applications très similaires, mais qui concernent cette fois-ci la religion musulmane, aussi d'école. J'ai un ami d'amis qui, c'était son premier business d'ailleurs, il devait avoir 22 ans, il a créé une application, une sorte de ChatGPT wrapper, mais pour le Coran. Et en moins d'1 an et demi, il l'a revendu, sa boîte. Même en moins de temps, si je pense, hein, si je me souviens bien. Il l'a revendu 1,5 million à un studio d'app européen. Et aujourd'hui, je crois qu'ils doivent être à 50 000 euros de MRR, quelque chose comme ça, bref. Et donc, bref, ce type, à mon avis, il y a un marché énorme qui est en train de se développer de plus en plus sur comment est-ce qu'on se reconnecte soit aux religions principales, soit aux religions qui sont en train de se créer un peu à côté, des trucs délirants, comme je sais qu'une application autour du tarot marche très bien, autour des astres marche extrêmement bien. Et donc, les gens ont besoin de se rattacher à quelque chose, ont besoin de se rattacher à des piliers. Et donc, tout ce qui va tourner autour de ça, quelle que soit la forme que ça va prendre d'ailleurs, que ce soit des plateformes web, que ce soit des applications mobiles, que ce soit de l'infoproduit peut-être, du coaching, ce que vous voulez, va y avoir un créneau qui va être énorme. Et un créneau qui peut être très certainement attaqué par l'IA,
mais qui, comme on l'a dit en intro, à mon avis, ça va être une sorte de pansement et ça va pas vraiment réparer en profondeur les personnes. Et ils vont très certainement besoin d'avoir quelque chose de beaucoup plus structurel qui sera complémentaire à ce que peut donner aujourd'hui, l'IA. Donc assez antifragile par rapport à l'IA. Ah, mais ça, moi, j'en suis convaincu. Et à une époque, tu sais, j'étais actionnaire de plusieurs agences. Et dans l'une de ces agences-là, on avait été contacté. C'était juste au moment du Covid. On avait été contacté par quelqu'un qui vendait des formations spirituelles. Je sais plus exactement quel était le délire, mais grosso modo, un truc à mi-distance entre la méditation transcendantale et, tu vois, cramer de l'encens et ce genre de bail. Et en fait, les chiffres de vente, pour un truc qui semblait loufoque, les chiffres de vente étaient monstrueux. C'était entre 20 et 40 000 euros par mois qui rentraient sur cette formation-là. D'un mec inconnu, qu'on soit clair, on parle pas d'un mec qui en plus avait des... Il avait même quasiment pas de réseaux sociaux et tout ça, le mec était plutôt sympa. Il avait une petite base mail, voilà, il leur faisait les trucs, et puis après des ads. Le produit devait coûter peut-être 300 ou 400 balles, je sais pas, un truc comme ça. Et les commandes étaient mais monstrueuses. Et à l'époque, c'était une niche, entre guillemets, c'était vraiment isolé sur quelques personnes, mais qui étaient prêts à dépenser vraiment beaucoup d'argent et à recommander, et ainsi de suite. Et je pense que ce truc-là qui a commencé pendant le Covid, on a vu aussi, on en parlait tout à l'heure, avec tout ce qui est lié au complotisme, c'est-à-dire que sans rentrer dans le détail de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, j'en sais rien en fait. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que ça apporte des explications à des gens. Et qu'aujourd'hui, on manque, je pense cruellement, d'explications et de lignes à laquelle se tenir. Quand nos grands-parents, qui peut-être étaient plus religieux que nous et ainsi de suite, entre guillemets, avaient une ligne à laquelle se tenir, une ligne spirituelle. C'est-à-dire que ça c'est bien, ça c'est mal, ok, j'ai des règles, j'ai un cadre et j'avance dans ce cadre-là. Aujourd'hui, le truc pendant longtemps, ça a été de dire ouais, non, mais il n'y a plus de règles, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le seul problème, c'est que quand tu n'as plus de règles, tu peux faire ce que tu veux, bah, c'est très difficile de choisir. T'es C'est vite très, perdu, hein. T'es T'es vite perdu. perdu. Tu sais, tu perds un peu tes repères et ainsi de suite. Et je voyais un expert, et c'est hyper drôle de lier ces deux sujets-là, mais je voyais un expert en longévité l'autre jour. Enfin, j'ai vu plusieurs vidéos dans ce sens-là, mais il y en a un, c'était sur le podcast de Diary of a CEO, et le second, c'était sur Legend en France. Et les deux ont dit la même chose. Enfin, il y a des trucs, bon, ok, bien dormir, bien manger, machin, ok, on sait, c'est bon, c'est clair. Il y a deux choses hyper importantes qui sont revenues les deux fois. C'est un, pas de solitude, un sentiment d'appartenance à une communauté, peu importe laquelle. Ta famille, ta femme, ton couple, tes enfants, ton entreprise, on s'en fout. Une communauté qui compte pour toi et pour laquelle tu comptes. Oui, il y a une espèce de réciprocité. Voilà. Et un lien à une spiritualité ou une croyance, peu importe laquelle elle est. On s'en fout que tu sois musulman, chrétien, adorateur de whatever, ou convaincu que Don't Die, c'est un truc vachement bien. Peu, Don't Die, c'est la communauté de Brian Johnson. oui, qui vise à ne pas mourir, comme son nom le laissait pressentir. Peu importe en fait, ou que tu penses qu'il faille que les GI prennent le contrôle sur le monde parce que c'est le seul moyen par lequel on s'en sort, peu importe ce que tu crois être fondamentalement important, mais que cette croyance te mène, tu vois, au quotidien et que tu puisses te dire, ok, c'est pour ça que je fais ça. Et ça faisait partie des 7 ou 8 points qui définissent ta longévité. Et il y avait des études, enfin les mecs font, alors j'ai pas vu les études évidemment, mais les mecs font référence à des études en disant, dans ces études, ce qui se passe, c'est que on t'explique que, je me souviens plus les chiffres, tu as plus X% de chances de vivre longtemps si tu es croyant, peu importe la croyance. Tu as X% de chances de vivre plus longtemps si tu es entouré. Pourquoi je te dis ça? Bon, déjà parce que, un, ça prouve que ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure a une importance quasiment biologique, si tu veux. Mais deux, surtout, ça prouve que tu as aussi
potentiellement un business de longévité et donc de santé, donc très rentable, avec ces cartes-là. Je te donne un exemple un peu loufoque. Tu vas me dire, je vais loin. Imagine un business de spiritualité ou de communauté, peu importe la forme qu'il a, pour les personnes âgées en France sponsorisées par la Sécu. Un business où tu dis, où le point de vue de ton business, c'est de dire, mon client, c'est pas Madame Michu, mon client, c'est d'expliquer que grâce à ma boîte, on va faire 2 milliards d'économies dans 5 ans. Sur les coûts de sécu. Parce que non seulement ça prouvait que tu vieillissais plus, enfin tu vivais plus longtemps, mais qu'en plus tu vieillissais en forme, en meilleures conditions. Pour bien comprendre, en gros, ce que tu veux dire, c'est lancer un business à destination des personnes âgées pour les réunir, rassembler, etc., pour tout le côté social, tout le côté communautaire, et finalement aller le vendre non pas aux personnes âgées, mais à la Sécu. En fait, oui, entre autres, mais ce que je dis, c'est, en fait, on prend toutes les idées qu'on a évoquées avant, peu importe, on arrive à prouver scientifiquement que, avec des recherches qui existent, hein, que ces business poussent la longévité et la longévité en bonne santé des gens. Et donc, à partir, je dis n'importe quoi, c'est même pas pour les personnes vraiment âgées, à partir de la retraite, tu as le droit à l'équivalent de Chief.com payé, enfin de Chief.com, mais pour être entre amis ou entre connaissances, mais payé par l'État. Pourquoi? Parce qu'en investissant 150 millions par an, l'État sait qu'à horizon 5 ans, il économise 2 milliards par an. Je pense que c'est une excellente idée, par contre, c'est extrêmement compliqué à aller prouver ces chiffres, hein. Évidemment. C'était, comme je disais, une idée un peu loufoque, et je pense que convaincre la Sécu, c'est compliqué, prouver les chiffres, c'est compliqué. Enfin, il y a tout un paquet de taf qui est non évident du tout. On est complètement clair. Surtout que pour aller traquer ça, en fait, c'est presque de l'ordre instinctif. On se dit, mais en fait, c'est clair que si on est seul, on déprime. Et donc, qui dit déprime dit. Mais aller traquer scientifiquement et aller prouver, regardez, ces personnes, ils ont été en communauté pendant 10 ans et ils vivent plus longtemps ou en meilleure santé, ils ont moins de maladies que ceux qui vivent là. Enfin, c'est possible. Alors, Je sais qu'il y a des études déjà qui le font, ouais, mais c'est quand même. il y a C'est des quand même, études. c'est quand même un peu moins évident que, bah regarde, il a pris un Doliprane et il se sent mieux, quoi. Évidemment. Mais par contre, il y a des études très très sérieuses qui ont prouvé ça. Et moi, à l'époque où je bossais sur ma thèse, ce passage est dans ma thèse, c'était que la qualité de la ville dans laquelle tu vis, en termes d'architecture et de comment elle est construite, donc comment elle pousse les gens à avoir des relations entre eux. Pour te la faire courte, les villes européennes sont bien meilleures pour pousser les gens à avoir des relations entre eux que les villes américaines. Les villes américaines sont construites pour les bagnoles et l'efficacité. Je schématise, hein, y a 300 pages de thèse, mais sont construites pour les bagnoles et l'efficacité. Les villes françaises, italiennes, espagnoles, et notamment du sud de l'Europe, sont construites pour la relation entre les gens. Les villes qui sont construites pour la relation entre les gens et qui sont donc beaucoup moins efficaces d'un point de vue comment dire, d'un point de vue économique pour la ville, font que les gens vieillissent plus longtemps, donc vivent plus vieux et en meilleure santé. Et ça, il y a des études qui le prouvent très clairement, et c'est aujourd'hui un truc admis, si tu veux. Et donc, le prouver, ça me semble pas compliqué. Par contre, de prouver que ça va, la grosse difficulté, c'est de dire X investi vous fera économiser Y à Z horizon. Ça me semble peut-être plus compliqué parce que tu sais jamais comment et ainsi de suite. Mais tu pourrais faire des groupes tests, je pense que ça pourrait se prouver. Ouais, super intéressant. Je pense on a pas mal fait le tour. On pourrait aussi parler, mais peut-être un peu plus tard, de tous les business d'expérience, parce que l'expérience, finalement, ça rejoint un peu le côté, bah, à quoi ça sert? Bah, la vie sert aussi à vivre des expériences, à expérimenter des choses. Je suis tombé sur des business assez dingues, donc j'ai parlé dans la newsletter d'ailleurs de business où tu payes pour assister à des mariages d'inconnus.
Et en fait, le système. Alors pourquoi payer pour ça? Parce que tout simplement, déjà, tu peux rencontrer des personnes. C'est pareil, les mariages sont très propices aux rencontres. Et puis au-delà de ça, il y a aussi une expérience assez dingue. Si tu vas par exemple à un mariage d'Indiens, bon, ça va être totalement différent d'un mariage français, d'un mariage, je sais pas, italien. Je sais pas s'il y a des spécificités sur ça ou pas. Et donc c'est en train. Il y a d'ailleurs une boîte française. Je vais vous donner le nom pour faire un peu la promotion. C'est une boîte française qui a levé, qui s'appelle Invitin, INVITIN, qui propose ça. Voilà, assez fou. Euh, mais peut-être qu'on pourra dédier le marché des expériences pour une autre vidéo. Mais assez intéressant de voir que il y a grosso modo, qu'est-ce qu'on a dit? En gros, il y a un mal-être global qui se crée. Les chiffres le montrent et de manière très empirique, on le voit aussi. Euh, et pour y remédier, il y a tout un tas de business aujourd'hui sur la rencontre physique réelle qui se développe au-delà des applications de rencontre comme le time left. Il y a aussi tous les business autour de la connexion profonde émotionnelle. On va venir chercher vraiment des personnes avec qui on va pouvoir avoir des discussions pour régler des problématiques émotionnelles, professionnelles, qui on va vraiment pouvoir parler au-delà des discussions superficielles. Et 3, ça va être tout le côté spiritualité. Le côté on a besoin de se rattacher à une ligne directrice. Et finalement, les business qui vont réussir à faire les trois, par exemple, comme tu as très bien dit, on peut très bien imaginer un business qui est lié à la spiritualité, mais avec aussi un angle, un volet rencontre et aussi un volet connexion profonde avec un petit groupe de personnes. Bah, à mon avis, ça va être des business qui vont extrêmement bien marcher. Alors, peut-être pas qui vont générer des milliards de revenus annuels, mais plusieurs dizaines de millions, ça j'en suis persuadé. Tout ça va permettre finalement de régler, de soigner un peu cette problématique qu'on vient de souligner. Et c'est à la fois très cynique ce que je vais dire et aussi plein d'espoir pour les personnes qui veulent se lancer sur ces créneaux-là. Malheureusement, j'ai peur qu'avec l'IA, avec l'explosion du marché du divertissement en ligne, éphémère, et bah, ce sentiment de solitude extrême qu'on vit actuellement, j'ai peur qu'il s'amplifie d'ici les 10 prochaines années. Et donc, on n'est pas sur un marché qui est en train de mourir, bien au contraire. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de place, beaucoup de créneaux. Vous pouvez être très créatif et pratiquement totalement antifragile vis-à-vis de l'IA. Donc plutôt bullish. Je pense que ça peut être the next big shit, pour être très honnête. Ouais, moi complètement bullish. Enfin, je reprends exactement ce que tu as dit, mais complètement bullish. Le marché aussi de tout ce qui va toucher de près ou de loin à la psychologie, parce qu'il y a des gens qu'il faudra accompagner du point A au point B, au-delà de juste retrouver de la connexion et tout, je pense. Euh, j'ai J'avais une discussion, je tairai le nom des gens, mais une discussion liée à l'orientation de quelqu'un qui finit le lycée et qui choisissait une filière psycho. Et de manière générale, la génération précédente disait oui, la psycho, tranquille, Non, c'est il y compliqué a de trop de trouver du psychologues. boulot. Ouais. Psycho, bref, je te passe les détails. Je pense que tout le monde a compris. C'est pour ceux qui veulent pas bosser. Bon, ok. Et en tant que gros chieur de service, je suis arrivé en disant non, je pense que vous avez tous tort parce que tout le monde pense que avocat, comptable et Ingénieur. financier, c'est vachement bien. Je pense que ça va plus souffrir que psychologue, psychothérapeute, accompagnant, whatever. Je pense que tu es plus à risque. Et je sais qu'aujourd'hui, ça choque encore, parce qu'on on ne voit pas les impacts directs de l'IA au quotidien. On n'a pas encore foutu X milliers de personnes dans une industrie au chômage, si ce n'est à l'intérieur des GAFA, mais bon, ça reste isolé, voilà. Mais je pense que le psychologue, même si ChatGPT peut le faire et tout ça, ce qu'on a dit avant sur la connexion, sur ce besoin d'être avec d'autres personnes de son espèce, voilà, va perdurer. Et c'est pas si débile de choisir aujourd'hui quelque chose d'un peu différent. Donc je crois aussi beaucoup en ça. Et donc oui, je pense que tout
comprendre l'humain, je suis très bullish sur comprendre l'humain et essayer de le rendre un peu moins malheureux que ce qu'il est aujourd'hui dans les conditions actuelles. Je vois pas, honnêtement, je vais même le dire la manière suivante. Je ne vois pas comment dans les 5 ans qui viennent, il n'y aurait pas à minima une licorne, mais je pense plus que ça, sur ce segment-là. C'est sûr qu'il y aura je mets ma main à couper, 5 ans, il y aura une licorne sur ce segment-là. Ouais, il y en a déjà, mais oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et moi, enfin, j'irais plus au-delà même de comprendre l'humain, parce que quand tu discutes avec ChatGPT, il comprend vachement l'humain, il arrive à poser des mots assez. Donc je pense que ça va au-delà de ça. ChatGPT répond à ça. Ce qui manque, c'est vraiment le côté, on répond, il comprend l'humain, mais c'est un humain qui comprend l'humain. En fait, ça manque le côté, c'est même pas le côté empathique, parce que ChatGPT peut faire le objet d'empathie, mais c'est vraiment le. Tu vois, j'ai du mal à trouver un terme pour Non, mais parce que définir ça, c'est dingue. je pense que biologiquement, à un moment, tu as envie d'être entouré par des gens comme toi, biologiquement. ChatGPT, on pourra lui rajouter ce qu'on veut. Alors, j'en sais rien jusqu'où l'AGI va aller, mais actuellement, on peut lui rajouter ce qu'on veut. Ça reste des puces dans un data center de l'autre côté de la planète, si tu veux. Il peut être aussi intelligent que tu veux, précis, gentil avec tout ce que tu veux, ça reste ça. Hmm. Ce n'est pas quelqu'un qui va te tapoter sur l'épaule et qui vit la même chose que toi. Oui, bien sûr. Tu sais concrètement, même s'il te rassure et qu'il a l'air empathique, il ne vit pas la même chose que toi. Il ne vit pas la même réalité que toi. Est-ce qu'il vit déjà, j'en sais rien, mais à minima, il vit pas la même réalité que toi. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et je pense que même on pourrait tirer des parallèles. Quand tu reçois des conseils de quelqu'un qui est proche de ta réalité, donc proche de ton niveau de vie, style de vie, endroit de vie et ainsi de suite, tu as tendance à plus les écouter ou à, tu vois, que quelqu'un qui est très éloigné de toi. Sauf si c'est vraiment le conseil que tu cherches, parce que c'est là où tu cherches à aller. Genre, typiquement les gourous, machin. Mais si quelqu'un qui est sportif de haut niveau, champion du monde, vient te dire ah mais attends, tu t'entraînes pas bien, machin, tu vas lui dire ah ouais mais moi je m'entraîne pas 12 heures par jour, je suis pas, tu vas te bloquer. Bah, quelque part, je pense que à une échelle un peu différente, de temps en temps, on a envie d'avoir des conseils d'un humain, le temps d'un humain, l'attention d'un humain, ce genre de truc. Et ça, il peut te raconter ce qu'il veut en face, ChatGPT. Ce sera peut-être un très bon complément. Et je pense qu'il y aura plein de produits aussi du type GPT pour aller mieux. Et je pense que ça va marcher. C'est pas le sujet, mais je pense qu'il y aura toujours de la place pour une connexion réelle. Surtout si elle descend partout ailleurs. Tu vois, que tu en as de moins en moins parce que tu en as de moins en moins besoin pragmatiquement. Totalement aligné. Ce que je te propose, c'est que du coup, pendant la prochaine session, on fasse le ChatGPT 5 qui vient de sortir au moment où on se parle là. Donc, on fait ça mercredi. Et puis, on parle aussi de comment est-ce qu'on s'organise au mois d'août, dans une période un peu creuse, le type de tâches pour profiter du mois, sachant que la majorité des personnes sont parties. Ok, ça te va? Ça me va parfaitement. Bah écoutez, merci à vous. Abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter. Dites-nous que vous existez. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis, à la semaine prochaine. À plus.